Voilà, bonjour tout le monde, bonjour les amis, bonjour à tous mes amis de la diaspora et à ceux qui sont à Libreville. Voilà, j'ai encore reçu des questions de certains internautes qui me demandaient, Ricardo, pourquoi est-ce que non tu fais une publication sur la dette en tant que nous écoutons, souvent nous lisons sur le net, les gens nous font croire que la dette c'est une mauvaise chose, quand on emprunte, c'est pour que les gens aillent se partager l'argent et d'autres, par contre, sont venus avec, ouais, mais Ricardo, mesures de sécurité et tout et tout. Parfois, moi-même, je fais un peu ce qu'on appelle de l'humour sur ça. Mesures de, à quoi nous servent les mesures de sécurité? Pourquoi les mesures de sécurité? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'est nécessaire pour le Gabon et pourquoi est-ce que nous, on doit vraiment couper le salaire des fonctionnaires? Mes chers amis, bon, moi, directement, hier soir, j'ai parlé avec ma partenaire de la fédération, Corette, et puis nous sommes tombés d'accord que non, voilà, on doit faire les choses ensemble pour essayer de sensibiliser, pour éduquer vraiment le Gabon tout entier, et surtout nos jeunes qui sont aux États-Unis, qui ne comprennent pas ce qui se passe de temps en temps, qui nous posent des questions. On peut pas entretenir tout le monde individuellement, donc j'ai opté pour faire des vidéos. Je sais que vous m'avez jamais vu faire les vidéos. Je n'étais pas un gars de vidéos et tout. Je fais pas les vidéos pour crier le nom de quelqu'un. Ouais, Sissi ou c'est ou Tata Eguette ou dire ouais Argentine. Non, non. J'ai opté pour une autre chose. J'ai opté pour l'éducation. Donc hier j'ai parlé de la politique. Aujourd'hui je vais parler un peu de l'économie et des finances. Voilà. Donc il arrive parfois que non, voilà. Que l'État fasse recours à la dette publique. Et je sais que vous me demandez, mais qu'est-ce que c'est que la dette publique? La dette publique, c'est l'ensemble des emprunts de l'État, des emprunts de l'État aux institutions financières. Et c'est la dette que l'État contracte un peu partout pour subvenir aux besoins, disons, au déficit budgétaire, parce que le budget, vous savez, parfois est souvent déficitaire. Et depuis un moment, il est déficitaire. Ça veut dire que ça ne couvre plus l'ensemble des dépenses que l'État a en charge. Et pour éviter que le chaos arrive, on fait souvent recours à la dette, à la dette pour résoudre ces problèmes. Donc, dans cette dette-là, que vous comprenez, la dette publique, il y a aussi la dette privée. La dette privée, c'est ce que l'État emprunte souvent aux institutions, disons aux sociétés comme Olam, aux sociétés Olam International, je ne parle pas Olam du pays, Olam International, ou souvent aux banques commerciales. C'est ça qu'on appelle dans le monde, c'est une banque, c'est ça qu'on appelle souvent la dette privée. Et vous avez entendu souvent parler de dette multilatérale. La dette multilatérale, c'est la dette que l'État contracte, les emprunts que l'État contracte dans les institutions comme le FMI, la Banque mondiale et tout ça. La dette bilatérale, c'est, vous entendez bi, ça veut dire deux, ça veut dire que État en État, ça veut dire l'État peut aller en France, il veut peut-être faire un tronçon ici là, peut-être jusqu'à peut-être au Congo, de Libreville au Congo, et l'État veut tout goudronner parce que ça peut apporter un certain développement, ce qui est même vrai. L'État va demander un financement et puis bon voilà, il va emprunter auprès de la France. La France va financer ce projet et l'État va s'endetter et va faire des travaux, ce qui va quand même nous donner un souffle parce que imaginez-vous qu'on voyage d'ici, disons, du bord de mer jusqu'à Franceville en allant passant par Boumango ou par une autre route que je connais et arriver à Dolisie ou quelque part, ou disons à Pointe-Noire ou à Portos à Brazza. Vous allez comprendre, vous allez vous-même sentir que l'État a fait quelque chose. Donc tout est possible s'il n'y a que de la volonté gouvernementale et les politiques pour mettre ces choses en pied. Bon, vous écoutez, certains de nos amis disent, oh, mais pourquoi on s'endette depuis 3 ans déjà, on ne fait que s'endetter, la dette ne fait que... Non, c'est pas le Gabon. Le Gabon n'est pas le seul pays à s'endetter actuellement. Je vous ai dit, la crise pétrolière a frappé tellement le monde entier et beaucoup de pays se sont endettés. Le pays le plus endetté au monde, c'est le pays où j'habite.
Je ne peux pas vous dire, parce que vous ne connaissez même pas le trillion, je vous parle de 20 trillions de dollars. 20 trillions de dollars, c'est extrêmement énorme. Et le Japon aussi, c'est pareil. C'est les pays les plus endettés du monde. Mais pourquoi ces pays sont toujours en forme? C'est parce que ces pays ont une industrie forte et ils peuvent rembourser leurs dettes par rapport à notre pays, nos pays qui dépendent que de quelque chose. 70% de pétrole, ça veut dire que si le pétrole baisse, on n'a plus où on peut prendre les sous pour payer la dette. Donc, on est encore obligé de s'endetter, même pour payer le service de la dette. Donc, si on s'amuse, on a un goulot de tranglement et notre pays sera endetté. Donc, on va léguer à la nouvelle génération, à nos enfants, à nos petits-enfants, un pays endetté. Cependant, si on utilise bien les emprunts, tout ce qu'on endette, tout ce qu'on emprunte, si on utilise ça très bien, à bon escient, dans les projets vraiment fiables, comme en agriculture, nous savons combien nous dépensons. Nous dépensons environ 900 milliards de francs CFA chaque année pour se nourrir. Donc, si l'État investit, a fait un emprunt peut-être de 1000 milliards et investit dans l'agriculture avec un projet bien tracé, bien fomenté, bien pensé, de long en large, ça ne va même pas faire 3 ans. Le Gabon deviendra un autre pays qu'on va parler dans tout le monde entier. Et vous imaginez-vous, dans 3 ans, on commence à faire une économie même de 700 milliards déjà. Donc, ça veut dire, dans les 700 milliards, de notre budget, on a déjà 700 milliards. Et les 700 milliards, quand les 700 milliards vont arriver, on prend 350 milliards pour payer notre dette. Et c'est comme ça que la dette va commencer à baisser. Et quand on prend, on investit encore quelque part dans un autre projet, disons, dans les infrastructures, les écoles, les universités et tout. Donc, comprenez que l'emprunt, la dette, n'est pas mauvaise en elle-même, mais il faut seulement orienter cette dette dans les pôles de croissance. Et les pôles de croissance, c'est quoi? C'est des besoins du pays et des besoins du moment. Donc, nous voulons, comme on appelle, diversifier de l'économie pour que nous ne soyons plus surpris par les coûts du pétrole. Il suffit seulement que les États-Unis commencent à produire leur pétrole parce que ce sont des gros acheteurs. La Chine, il suffit seulement que les États-Unis ils ont fait ça avec le pétrole du schiste. Tout le monde est tombé malade. Le Gabon a senti cela. Donc, il faut savoir déjà diversifier l'économie. Le président de la République, chance à nous, avait déjà pensé à cela. Mais, vous savez, voilà, il y a certains d'entre nous qui, quand ils sont auprès du président ou quand ils sont dans la gestion de la chose, ils pensent que non, les fonds qui sont là, ce sont les fonds. Ils se sont servis à volonté. Ils se sont servis. Et aujourd'hui, voilà, nous avons vu nous-mêmes que presque rien n'a été fait malgré les efforts consentis par le président de la République. On est obligé de reprendre à zéro. Donc, c'est ce que je vous disais, que non, la dette peut être extravertie si les gens n'ont pas conscience de ce qu'ils sont en train de faire, investir dans des projets inutiles qui ne peuvent pas nous rapporter à court terme, parce que nous voulons ce qui peut nous rapporter dans 2 ou 3 ans. Quand on investit 2 ou 3 ans, ça commence à produire. Et voilà, d'aller à crescendo, faire des projets de 10 ans. On fait pas les projets parce que nous sommes à la mode et quand on a peut-être beaucoup de revenus, on commence à investir n'importe comment. Il faut toujours orienter ces choses et canaliser nos investissements, les cibler. Il y a l'éducation, l'agriculture, la santé, les projets comme ça. Quand on met les sous là-dessus et on sait que voilà, on est en train de faire quelque chose pour la République. Voilà, nous sommes déjà endettés, la crise pétrolière est là, les recettes ne sont plus là, l'État ne peut plus supporter certaines choses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Directement, on emploie les mesures d'austérité. Les mesures d'austérité, c'est quoi? C'est assainir ce qu'on appelle nos finances. Et pour assainir nos finances, on doit passer aux mesures draconiennes, les mesures qui font mal aujourd'hui à la dynamique immunitaire. Ils vont bouder, ceux-là, ils vont bouder comme tout le monde peut bouder dans tout le monde entier actuellement. Tous les pays qui sont en train d'appliquer cela, les gens boudent, mais il faut comprendre quelque part que le temps ne peut plus supporter certaines charges. L'État, c'est qui? C'est pas Ali Bongo. Il est le chef de l'État, mais l'État, c'est qui? C'est moi, c'est toi, c'est l'autre, c'est nous tous qui sont
nous sommes appelés les contribuables. Nous sommes là en train de supporter le luxe de certaines personnes. Donc, quelqu'un a peut-être un salaire de 3 millions le mois et il vit aisément et puis les autres n'ont pratiquement rien et c'est l'État qui supporte. Donc, ça veut dire que c'est nous qui supportons. Donc, on doit diminuer le salaire. On a dit 5% pour ceux qui gagnent plus de 650 000. Donc, il faut comprendre que nous devions, nous tous, faire des sacrifices. Voilà. On va regarder là, on va parler des subventions. À un moment là, beaucoup on vous ont vendu, mais vous êtes bêtes, vous ne comprenez pas pourquoi vous allez accepter que le pétrole, vraiment, l'essence monte et tout et tout. Les chers amis, je ne vais pas vous mentir, quoi. L'État a toujours subventionné cette essence depuis beaucoup d'années, déjà. Voilà. Et il arrive un moment que le pétrole perd sa valeur, les minerais perdent leur valeur et la population n'est plus la même population de 1990. Il faut être d'accord avec nous. Et les choses n'ont pas encore changé comme elles pouvaient être. On peut tout dire, on n'a pas encore le tissu économique du Gabon, n'est pas encore étoffé pour supporter certaines choses si le coût du baril de pétrole prend un coup. Il faut le savoir. Donc, il faut faire des sacrifices quand cela arrive. Quand cela arrive, voilà, l'État se désengage de certaines charges. Donc, la subvention de l'essence quand même a été ça. Le gaz et tout va augmenter. Et les populations et les fonctionnaires vont prendre un coup, donc ils vont supporter leurs charges maintenant. Ça veut dire l'État dit, bon, je suis plus content de tout ça, tu vas maintenant supporter les charges. C'est pour ça que vous avez vu l'essence a augmenté. Est-ce que cela, en augmentant le coût de l'essence à la pompe, est-ce que cela n'a pas d'inconvénient dans le panier de la ménagère? Absolument, absolument. Celui qui vous dit que c'est pas ça, il faut l'avouer. Ouais, il faut vraiment comprendre que la ménagère va souffrir un peu. Le panier de la ménagère aussi fera ce qu'on appelle des sacrifices. Donc tout le monde doit faire les sacrifices parce que chacun doit tirer c'est ainsi quoi. Chacun va aller là-bas. Celle qui vend le manioc, c'est que non, bon, là, j'achète le pain à terre, elle va augmenter aussi le manioc de 300 à 350 pour récupérer certains sous qu'elle a perdus pour faire ce qu'on appelle ce bien-là. Donc, c'est comme ça que les choses se passent et qu'on ne vous trompe pas, c'est pas des trucs qui sont éternels, c'est un truc vraiment très momentané qui va passer si vraiment l'État choisit, comme je dis encore, l'État choisit à assainir vraiment l'économie et à conscientiser tout le monde à éviter surtout ce qu'on appelle la corruption. Voilà. Ces mesures d'austérité que nous remarquons aussi ça dans les impôts. Vous allez voir les impôts sont montés. Oh, Canal est monté, vous allez crier. Pourquoi Canal monte? Oh, pourquoi ceci? Tout le monde crie. Justement parce que vous ne comprenez pas. Nous qui comprenons ces choses-là, on est là, on s'y tait. C'est pas parce que nous sommes des émergents, justement parce qu'on sait ce qui arrive au pays actuellement. On sait qu'on doit faire ces sacrifices. Donc, en faisant ces sacrifices, il va falloir que tout le monde fasse ces sacrifices. Vous voyez, on va réduire ceci et voilà, combattre contre certaines corruptions. Vous allez voir certaines personnes vous disent non, je n'irai pas au stade pour faire ceci, pour faire cela, justement parce que certaines personnes ont au moins 4 à 5 noms, ils vivaient bien, ils voient déjà comment leurs revenus vont baisser, donc ils commencent à monter les groupes pour que les choses ne puissent pas marcher. Ça n'a rien à voir avec le président Ali. Est-ce que les gens qui travaillent à côté du président Ali ne sont pas corrompus, ils ne sont pas souvent ces gens-là qui font certaines choses? Absolument oui. Là, je ne peux pas vous mentir. Si je dis non, c'est que non, je suis pas honnête envers moi-même. Est-ce que je les connais? Non. Est-ce que ce sont des gens qui ont gouverné le pays, qui gèrent le pays et tout depuis? Oui. Voilà. Donc, il faut comprendre que le président de la République est le garant. Celui-là qui est le garant de l'État doit prendre des mesures aussi pour ces personnes-là qui sont à côté de lui, qui gèrent. Donc, si une personne est soupçonnée de la corruption, directement, le faux news, on prend tous ses biens.
Voilà, il faut que l'État soit sans merci, l'État essaye d'être dur à tous les niveaux pour amener les Gabonais à être conscients de nos générations à venir. Parce que plus on s'endette, plus on endette nos générations, la génération de nos enfants. Donc, c'est pour ça que les mesures d'austérité sont nécessaires. Ces mesures d'austérité ne sont pas austérité pour toute la vie. Non. Quand on a fini quand on a fini d'assainir l'économie, donc on a fini déjà de ressasser tout et de mettre à un certain équilibre et de réduire les dépenses publiques, maintenant, l'État peut faire des emprunts pour faire ce qu'on appelle la relance économique. La relance économique, c'est quoi? C'est, disons, investir dans l'agriculture. Quand on investit dans l'agriculture, vous savez ce que c'est. C'est que ça va réduire les dépenses les dépenses les dépenses de l'État sur l'achat des produits que nous consommons. Vous savez, nous consommons à plus de 90% à l'extérieur, seulement pour se nourrir. Donc, si l'État arrive déjà à pallier ce manquement-là en mettant une politique agricole vraiment bien pensée, avec des gens bien tranquilles et tout, et ce que nous disons tous les jours, je vous dis que une économie, on fera une économie extraordinaire. Donc, moi, je pense que tout peut aller, et voilà, si on investit maintenant sur les écoles, vous savez combien d'argent on dépense dans les universités dans le monde? On dépense énormément d'argent. Si vous partez au Sénégal, il y a au moins 4000 étudiants, vous partez au Cameroun, il y a peut-être 2000, vous partez en Côte d'Ivoire, peut-être 1000, vous partez au Ghana. Les Gabonais sont partout, en Tunisie, au Maroc, partout. Imaginez-vous qu'on ait des grandes écoles, qu'on ait des universités, qu'on ait, que l'État investit dans ces choses-là et que la bourse là revient toujours, elle est toujours utilisée dans le pays, les professeurs sont là et tout, ils vivent au Gabon, l'argent circule. On va faire trop d'économies, on va faire beaucoup d'économies. Donc il faut comprendre que ces choses-là, c'est la volonté politique du chef de l'État et à essayer de réduire certaines choses et à prendre le taureau par les cornes et à dire à ces gars que non, bon, enough is enough, on en a assez. Voilà, on veut maintenant redémarrer. Celui qui fait une erreur, maintenant je le fous au NIOF. Donc, en dehors de l'éducation, il y a la santé. Même si nous sommes les leaders, il y a encore vraiment beaucoup d'efforts à faire à ce domaine-là. Disons, dans les hôpitaux, on voit encore les médecins qui sont vraiment tellement occupés à soigner les gens sont encore ceux-là qui sont dans la gestion. Non, tu peux pas être médecin et être un très bon gérant. Il y a des gens qui sont partis à l'école pour ça, qui maîtrisent vraiment la gestion. Ils peuvent vraiment être dans la gestion pour que le service soit fluide. Donc voilà, quand vous arrivez, le docteur est là, ça c'est son boulot. Quand c'est fini, c'est fini. Vous allez voir, vous passez à la caisse tranquillement. Il faut rendre ces hôpitaux vraiment fluides, un peu rentables et un peu avec la subvention de l'État pour que les choses s'en vont. Vous avez pris le cas de Jean de Bory où on veut faire venir des partenaires pour venir gérer l'hôpital. En temps, il y a les Gabonais qui peuvent le faire. Les Gabonais qui peuvent gérer cet hôpital. Si on fait confiance à ces Gabonais, ils peuvent sortir quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Est-ce que, voilà, on va dire que non, ben voilà, c'est parce que les investisseurs n'arrivent pas pour venir avec l'argent frais, parce qu'il n'y a pas une main-d'œuvre. Non. Qui vous a dit qu'il n'y a pas une main-d'œuvre? Il y a la main-d'œuvre, est très bien qualifiée, mais qui est à l'extérieur. C'est pour ça que tous les jours, je parle de diaspora, je parle de nous-mêmes. Moi-même, je suis où? Je suis là, je suis à l'extérieur. Je ne suis pas connecté avec tout le monde à Libreville, effectivement, mais je suis encore à l'extérieur. Justement, c'est ça. La politique de faire revenir ces intellectuels-là n'existe pratiquement pas. Il n'y a rien. Il y a seulement, il faut embrouiller, il faut les embrouiller, il faut faire ceci. Non, non, non. Il faut absolument cette politique de faire venir ces intellectuels pour venir travailler le pays. Parce que si vous voyez le Rwanda aujourd'hui, le Rwanda est à ce niveau-là, c'est justement parce que nous, les immigrés, disons, la diaspora est revenue. L'Éthiopie, c'est la diaspora. Il faut compter sur la diaspora pour faire des choses. Aucun pays, même l'Israël, ne s'est bâti sans sa diaspora. La diaspora, c'est la clé de la réussite. On a dépensé énormément d'argent pour ces gens. 90% des Gabonais qui sont arrivés, qui sont à l'étranger, sont venus comme des étudiants. Ça fait 10 ans, 15 ans déjà, 15 ans, 20 ans. Ces étudiants-là sont en maturité. Certains sont devenus des chefs de famille. Qui vous a dit que ces gens-là ne veulent pas rentrer au pays? Si, ils veulent rentrer au pays. Ben, pour rentrer au pays, il faut qu'il y ait déjà un État qui a déjà une politique de faire rentrer ces gens, que quand ils rentrent,
ils ne misaient pas, bon, pas misérer, mais qui ne gardaient pas qu'on les mette des structures. C'est pas tout le monde qui veut venir travailler à la fonction publique, non. Qu'on nous mette des structures, vous nous dites, bon, mais vous êtes 4, 5, qu'est-ce que vous voulez faire? Faites un projet et tout et tout. L'État va vous accompagner dans votre projet. Si on a 50% de notre projet, l'État nous accompagne pour les 50%. Et voilà. Et c'est tout, on essaie de faire des choses comme ça, et puis les gens commencent à arriver un peu partout, parce qu'il y a une bouffée d'oxygène. On a fait ça en Éthiopie, on a fait ça au Rwanda, on a fait ça un peu partout, plus les ressources minières que nous avons, nous pouvons faire énormément de choses. Donc, c'est la bonne volonté seulement de l'État, et puis voilà, la bonne volonté de la classe politique. Et puis, le pays va reprendre ses habitudes d'avant, et plus même, parce qu'il y a tellement de potentiel. Voilà, tout ce que j'avais à dire là-dessus. Et ciao, ciao, on se voit encore pour un autre entretien, un autre exposé. Si vous avez des questions, posez-les moi. Bon, je vous laisse, bye.